En tout cas, merci à tous de nous avoir rejoints, de votre intérêt pour cet atelier. Je vous propose voilà, de commencer en introduisant l'atelier. Donc, je remercie aussi tous les intervenants qui sont rendus disponibles. Et voilà, pour faire cet atelier d'échange de bonnes pratiques sur l'eau dans l'industrie agroalimentaire, avec un focus sur la thématique d'utilisation de produits chimiques et des méthodes de nettoyage et de désinfection. Donc, au programme de cet atelier, on va donc commencer par aborder un aperçu d'une étude, d'une enquête réalisée à l'échelle du bassin Rhin-Meuse sur un échantillon de quelques entreprises, d'une quinzaine d'entreprises agroalimentaires, voilà, avec un focus sur les enjeux associés à l'utilisation de produits chimiques en agroalimentaire. Et puis, on a trois industriels qui ont accepté de témoigner sur la mise en place de bonnes pratiques. Donc, je les remercie. Donc, il s'agit de la compagnie des fromages et Richemont sur le site de Vigneulles, la brasserie Licorne, et de Mars Wrigley, située à Guenot. Donc, suite à leur présentation, on laissera un petit temps pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le canal de conversation pour poser vos questions et on reprendra les différentes questions qui ont été posées. Enfin, Marjorie Ethique du pôle de l'eau Hydréos interviendra pour présenter un aperçu des méthodes de nettoyage et de désinfection en industrie agroalimentaire, voilà, avec un focus sur ce qui se fait traditionnellement et sur des solutions un peu plus alternatives ou innovantes. Donc, juste un petit point de contexte pour placer cet atelier dans le cadre de l'étude que nous réalisons en partenariat avec Hydreos. Donc, alors, je ne me suis pas présenté. Donc, moi, je suis Pierre Chapeau, chargé de mission au sein d'Agria Grand Est. Donc, Agria Grand Est est une association d'entreprises du secteur agroalimentaire. Et donc, nous réalisons une étude en partenariat avec le pôle de l'eau Hydreos, pôle de l'eau Grand Est, et qui est réalisée avec la participation financière de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Donc l'objectif de cette étude qui se déroule depuis fin 2020 et qui s'étalera jusqu'au début de l'année 2022, c'est d'une part d'apporter une vision de la situation du secteur agroalimentaire vis-à-vis de la gestion de l'eau. C'est par la suite donc identifier des bonnes pratiques et des points de progrès potentiels au niveau des sites et au niveau de la filière. Donc pour ça, on a réalisé différentes visites de sites auprès d'industriels pour faire un diagnostic des technologies utilisées, identifier les bonnes pratiques en vue de les diffuser. Et donc on entre dans cette phase de diffusion aujourd'hui avec ce premier atelier thématique. L'objectif de cet atelier thématique, et il y en aura un autre qui sera organisé au mois de novembre, c'est de pouvoir voilà, diffuser des bonnes pratiques, des technologies, des innovations sur certains points qui ont été identifiés comme des enjeux au cours de l'étude. Et il y aura également production d'un livrable un peu plus complet euh, sur l'utilisation des produits chimiques au sein de notre échantillon d'études et sur les bonnes pratiques qui ont été identifiées et les innovations qui ont pu être également identifiées au cours de la veille, d'une veille technologique en partenariat avec les apporteurs de solutions du secteur de l'eau. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler des enjeux d'utilisation des produits chimiques en industrie agroalimentaire et je vous présenterai également les résultats d'une enquête qu'on a réalisée auprès de notre échantillon. Donc voilà pour un petit rappel, l'industrie agroalimentaire a des utilisations importantes d'eau et de produits chimiques pour ses activités. Olivier, je te laisserai accepter peut-être les nouveaux entrants qui arrivent. Oui, c'est fait, c'est fait. Super. Voilà, par son activité, un établissement industriel, notamment du secteur agroalimentaire, a une utilisation importante d'eau et de produits chimiques, que ce soit pour le refroidissement des machines, les procédés de fabrication, la production d'aliments, l'entretien et le nettoyage. Et donc tout ça s'inscrit dans un environnement avec des prélèvements d'eau, d'une part, mais aussi des rejets d'eau traitée, des rejets de boue d'épandage, l'utilisation de produits chimiques donc au sein des process et pour tout ce qui est utilité, etc. Et donc, ça peut présenter des risques pour la santé, des risques physiques
des risques pour l'environnement. C'est un enjeu donc pour la préservation de la qualité de l'eau. Donc, puisque comme je l'ai dit, donc il y a une utilisation d'eau et de produits chimiques importants. Et ces eaux usées sont par la suite traitées, soit directement sur site, sur une steppe de l'établissement, soit via des stations de traitement des eaux usées communales. Et ces eaux traitées sont par la suite rejetées vers les masses d'eau superficielles. Mais il ne faut pas oublier non plus que ces eaux traitées sont à l'origine de production de boue, qui sont ensuite épandues sur les sols et par infiltration peuvent aller contaminer les masses d'eau souterraines. Donc un petit point sur l'état chimique en région des masses d'eau. D'après une étude de la Real Grand Est en 2019, on a 20% des masses d'eau superficielles qui présentent un état chimique médiocre et 49% des masses d'eau souterraines qui présentent un état chimique médiocre. Donc, pour préserver la qualité de l'eau, on a tout un ensemble de réglementations qui participent à cette préservation. On peut citer notamment la directive cadre sur l'eau, la directive IED, l'arrêté substance RSDE du 24 août 2017 ou encore le règlement REACH. Donc, pour parler ensuite de notre échantillon et de notre étude, voilà juste petite présentation rapide de notre échantillon de 13 sites agroalimentaires sur lequel se basent les résultats qu'on va vous présenter, les résultats d'utilisation de produits chimiques en agroalimentaire. Donc, on a une légère surreprésentation du secteur des produits laitiers avec 4 sites. Et donc voilà, vous pouvez également observer la différence, la répartition du nombre de sites et de la taille des sites qui ont pris part à l'étude. Donc, malgré tout, ça reste un échantillon relativement restreint qui nous a permis d'obtenir un aperçu de la diversité du secteur agroalimentaire en termes d'utilisation de produits chimiques, d'apporter un regard de premier niveau sous la forme d'un éclairage qui demande malgré tout à être conforté par des analyses précises et pointues sur chaque site. Et en revanche, le fait que ce soit un échantillon restreint, ça ne nous permet pas de tirer des conclusions générales à l'échelle du secteur, ni de réaliser des comparaisons entre les secteurs d'activité. Et avant d'aller plus loin, juste un petit point pour distinguer clairement l'usage des termes produit et substance. Par substance, on entend bien une molécule qui est identifiée par un numéro CAS et qui peut composer donc des produits qui peuvent être des mélanges ou des solutions d'une seule substance, qui sont utilisés par les entreprises pour assurer les différentes fonctions qu'on a pu voir, nettoyage, maintenance, etc., et qui sont généralement identifiés par un nom commercial qui peut varier selon les fabricants. Petite introduction également des classifications des dangers selon le classement, selon le règlement CLP, donc le règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des produits chimiques. On a donc 3 grandes classes de dangers, le danger physique, le danger pour la santé et le danger pour l'environnement, avec plusieurs phrases de danger associées qui disposent d'un code selon leur classe de danger. Donc, dans le cadre de cette étude, on a considéré les principaux usages de produits chimiques en industrie agroalimentaire, que sont notamment le nettoyage et la désinfection, et qu'on a séparé selon plusieurs sous-usages, avec le nettoyage pour les produits utilisés pour les nettoyages en place ou les machines à laver, les nettoyages de membrane, les nettoyages de surface et les lavages manuels, le lavage des mains du personnel et d'autres usages de nettoyage et désinfection. On a également un usage sur la maintenance et les utilités pour tout ce qui est traitement des tours aéroréfrigérantes, des chaudières, des steppes et des autres utilités. Et on a également des usages plus tournés autour des produits et des matières premières, avec le lavage des matières premières ou des additifs à des additifs de produits. Et on a également, mais ça n'a pas été pris en compte dans notre étude, tout ce qui est produits chimiques utilisés pour les laboratoires, les tests en laboratoire sur site. Ces produits se distinguent également par type de produit, puisqu'on a tout ce qui est détergent, désinfectant. On a également des produits qui ont un usage à la fois de détergence et de désinfection, des additifs et renforts de nettoyage. Et dans le cas de notre étude, on a regroupé les autres produits donc de maintenance, de traitement de l'eau, les additifs produits, dans une catégorie autre. Donc, le résultat, c'est qu'on a recensé sur ces 13 sites 182 produits chimiques, jusqu'à 36 produits sur un site,
Et parmi ces 182 produits recensés sur ces 13 sites, on a seulement 14 produits en commun sur plusieurs sites. Donc, on constate une très grande diversité de solutions, très grande diversité de produits, de formulations disponibles sur le marché, et y compris dans des industries du même secteur d'activité. On a en fait voilà, remarqué très peu de similitudes en termes d'utilisation de produits d'un site à l'autre, y compris dans des sites d'un même secteur d'activité. Et voilà, comme je disais, jusqu'à 36 produits sur un site. Donc tout ça, de tout ça résulte une grande complexité, une grande difficulté à maîtriser très finement l'ensemble des caractéristiques des produits, des fonctions précises, des impacts qu'ils peuvent avoir sur l'environnement, sur les autres risques. Et voilà, on a eu des retours d'entreprises qui ont parfois voilà, des difficultés à maîtriser tout cela, ce qui souligne le besoin d'accompagnement par des experts qu'on a qualifiés de neutres, au sens que certaines entreprises sont parfois confrontées à des problèmes, puisque bien souvent les conseils proviennent des fournisseurs de produits chimiques qui sont donc jugés partis dans l'étude des solutions disponibles. Parmi les usages prédominants, c'est donc l'usage nettoyage et désinfection qui ressort principalement avec 81% des produits recensés qui sont utilisés pour cet usage, dont 42% pour le nettoyage des surfaces et les lavages manuels et 24% pour les nettoyages en place et des machines à laver. Donc, il faut toutefois faire attention à ne pas minimiser l'importance de l'usage de produits chimiques pour le traitement des utilités, même s'ils ne représentent que 16% des produits recensés, il y a une présence de biais puisque seuls certains sites possèdent des steps, des tares, donc tours à air réfrigérantes, des chaudières. Et c'était, dans notre cas de notre étude, des usages qui étaient parfois moins bien maîtrisés par nos interlocuteurs puisque souvent gérés par d'autres services. Et donc, on a la possibilité d'avoir obtenu des données partielles et on a certains sites pour lesquels la proportion de produits chimiques à destination des utilités est malgré tout importante, avec parfois atteignant plus de 30%. Donc ensuite, on a essayé d'évaluer le risque chimique associé à l'usage de ces produits et pour ça, on a utilisé le logiciel CRICH développé par l'INRS. C'est un logiciel disponible gratuitement que vous pouvez tous utiliser, qui est relativement facile d'accès, qui permet une saisie facilitée pour réaliser un inventaire des produits et des mentions de danger associées. Et en saisissant également les quantités de produits utilisés, le logiciel apporte en livrable une évaluation, une hiérarchisation des risques selon les risques pour la santé, les risques pour l'incendie, donc les risques physiques, et les risques pour l'environnement. Et à partir de ça, le logiciel peut également permettre d'apporter une aide à l'élaboration d'un plan d'action pour réduire les risques chimiques. Donc nous, dans notre cas, on n'est pas allé jusqu'à ce point 3. On s'est contenté d'étudier les risques associés à l'utilisation des produits chimiques qui ont été recensés au sein de notre échantillon. Et donc, dans notre échantillon, sur le risque environnemental, donc on s'est concentré sur le risque environnemental ici, avec donc voilà un focus sur les impacts sur la qualité de l'eau dans les rejets. Et donc, concernant le risque environnemental, au sein de notre échantillon, on a 66% des produits qui ont été classés par le logiciel à priorité modérée pour le risque environnemental. Donc c'est un résultat quand même qui est encourageant, puisqu'on a 2 tiers des produits qui sont classés à priorité modérée pour le risque environnemental, donc qui présentent a priori un risque modéré pour l'environnement. Et donc c'est un résultat encourageant qui demande à être poursuivi, puisqu'on a quand même encore 1 tiers des produits qui présentent un risque fort, à forte priorité, voire très forte priorité pour l'environnement. Parmi les types de produits qui ont été recensés, voilà donc le nombre de produits recensés par fonction. Donc on a une prédominance de détergents et de désinfectants. Et si on se concentre sur les produits qui ont été classés à priorité forte ou très forte, on s'aperçoit que les désinfectants sont prioritaires puisque 76% des produits classés à priorité forte à très forte sont liés à l'état de désinfection, que ce soit donc des désinfectants purs ou des désinfectants détergents. Donc ça souligne l'enjeu que représente la désinfection dans l'industrie agroalimentaire en termes de risque environnemental.
En faisant un petit focus sur les substances qui composaient ces 182 produits chimiques, on a recensé 131 substances différentes et parmi elles, 44 possèdent une mention de danger pour l'environnement d'après les fiches de données de sécurité ou d'après le site de l'ECHA qui est également un outil disponible pour approcher ces sujets de risque chimique. Parmi ces 44 substances, on retrouve un halogène, des amides oxydes, des acides, des aldéhydes, des alcools éthoxylés, des amides, une cétone, des hydrocarbures, des sels ou autres. Et plus spécifiquement, on a observé que deux substances qu'on peut souvent considérer comme anodines présentent en réalité un risque pour l'environnement. Ces deux substances, c'est l'hypochlorite de sodium, donc communément l'eau de Javel, et l'acide peracétique, puisque parmi donc les 62 produits classés à priorité forte et très forte, on en a 19 qui contiennent de l'hypochlorite de sodium, on en a 12 qui contiennent de l'acide peracétique. Donc c'est respectivement 30% et 20% des produits classés comme vraiment dangereux pour l'environnement qui contiennent ces produits-là. Et comme voilà, ces produits ne sont pas redondants, ces deux molécules ne sont jamais présentes ensemble dans les produits qu'on a recensés. Donc on arrive à un total de 50% des produits classés à priorité forte ou très forte qui contiennent l'une de ces deux molécules. Donc, ces deux molécules sont assez courantes. On peut parfois penser qu'elles sont anodines, mais en réalité, elles sont responsables d'un risque important pour l'environnement au sein des entreprises agroalimentaires. En conclusion, donc, pour revenir sur les usages au sein des entreprises agroalimentaires et sur ceux qui présentent un risque pour l'environnement lié à l'utilisation de produits chimiques. Donc, on s'est rendu compte que l'entretien-nettoyage était un usage prépondérant en termes d'utilisation de produits chimiques et en termes de risque pour l'environnement associé. Et parmi ces lavages, c'est notamment l'étape de désinfection qui présente des risques plus importants pour l'environnement, avec certaines molécules qui peuvent sembler parfois anodines, qui en réalité ne sont pas anodines pour l'environnement et présentent un risque important. Il faut toutefois ne pas minimiser l'importance des utilités, puisque les traitements pour les utilités sont également importants sur certains sites et peuvent présenter un risque pour l'environnement également. Et enfin, également en perspective et en ouverture, je rappellerai que les substances introduites de façon volontaire, donc par l'utilisation de produits chimiques notamment, ne sont pas les seules sources de rejet de substances dangereuses. On a également des phénomènes de dégradation des produits chimiques, des effets cocktails, des effets de corrosion des matériaux, des molécules dangereuses qui peuvent également provenir de matières premières ou d'autres sources qui peuvent être source de pollution importante dans les rejets. Donc, je vous remercie pour pour votre attention. Donc, suite à cet aperçu des résultats et des enjeux liés à l'utilisation de produits chimiques, je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus, à nous contacter, l'équipe d'Agri Grand Est ou l'Hydréos, pour avancer sur ces sujets. Et n'hésitez pas également à vous rapprocher de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse pour examiner les possibilités d'accompagnement financier. Merci. Et puis, voilà, n'hésitez pas également à poser vos questions dans le chat de conversation et on reviendra sur les questions qui ont été posées après les témoignages d'entreprise avant de poursuivre sur l'aperçu des solutions de nettoyage et désinfection en agroalimentaire. Donc, je vais à présent laisser la parole à Monsieur Balosso, coordinateur sécurité environnement au sein de l'entreprise Compagnie des fromages et Richemont sur le site de Vigneulles. Oui, bonjour. Donc oui, effectivement, moi je suis coordinateur sécurité et environnement sur le site de Vigneulles depuis quelques années. Et donc je vais vous présenter un projet qu'on avait eu sur nos rejets. Voilà, on a essayé de réduire au maximum le phosphore dans nos rejets. Donc si vous pouvez passer la diapo suivante. Je vais déjà commencer par vous faire une petite présentation de notre site. Donc, c'est une usine de Vigneulles, elle date de 84, donc elle a presque 40 ans. C'est une usine qui emploie 230 personnes environ et qui est spécialisée dans la fabrication du brie.
on a une capacité de 72 tonnes de fabrication de brie et on traite 450 000 litres de lait pour faire ce fromage. Et on a une dizaine de familles de fromages différentes en termes de diamètre, des bries de 1 kg, 3 kg, 500 grammes, et toutes les portions de pointe qui sont destinées à la grande distribution. Donc ça, c'est pour, voilà, pour présenter un petit peu le site. Et ce site a une station d'épuration qui va récupérer tous nos rejets. Et le contexte de ce projet, si vous pouvez passer la diapo suivante. Voilà, c'est qu'en 2015, on a eu une grosse contrainte réglementaire avec l'Agence de l'eau et l'Adréal pour pouvoir atteindre le bon état écologique de nos rivières. Parce que la station d'épuration de ce site se rejette donc dans l'Iron, qui est une toute petite rivière qui passe derrière l'usine. Elle est tellement petite que c'est quasiment notre rejet qui fait la rivière. Et du coup, en termes de normes de rejet qu'on nous a imposées, c'était des normes très, très, très basses. On a voilà, quasiment dû respecter des normes de qualité d'eau de source, tellement les normes sont basses. Et dans ces normes de rejet, on voit que le phosphore qu'on nous a imposé était très très faible, 0,6 mg par litre de phosphore pour la partie été, donc en période d'étiage, et qui est 2 mg en période hors étiage. Du coup, le phosphore était vraiment un paramètre très contraignant à traiter. On a dû revoir notre station d'épuration pour pouvoir respecter ces normes de rejet-là. Et en parallèle, on a essayé de limiter au maximum ce phosphore dans nos rejets en essayant de voir d'où il provenait. Et pour ça, donc, on a fait voilà, une petite chasse au phosphore dans l'usine pour à la fois maîtriser les coûts de la future station d'épuration, parce que le phosphore, c'est ce qui coûte le plus cher pour le traitement en termes de flocculants et de coagulants. Et aussi pour réduire le phosphore dans nos boues, parce que le phosphore c'est un facteur limitant dans nos doses d'épandage. Plus on en a dans nos boues, moins moins on peut en épandre, moins les doses sont faibles pour l'épandage. Du coup, on avait tout intérêt on avait plein d'intérêt à gagner pour réduire ce phosphore. Donc du coup, on a cherché, forcément le phosphore, l'origine du phosphore dans la station, c'est notre matière première. Le lait contient naturellement du phosphore. Et le deuxième gros gisement, c'était effectivement les produits lessiviels, nos produits de nettoyage, qui en contenaient une bonne grosse partie. Du coup, on a épluché un petit peu toutes les FDS de nos produits, toutes les fiches techniques. Et du coup, on a ressorti les principaux produits qui contenaient du phosphore que vous avez sur le tableau là. Donc, c'est essentiellement des produits qui viennent du fournisseur Ecolab. On travaille beaucoup avec eux. Donc, on avait l'Aconta MFB qui contenait 35 à 50% d'acide phosphorique, ce qui donnait 142 grammes par kilo de phosphore dans le produit, donc ce qui était énorme. Et du coup, notre consommation de ce produit-là était assez importante. Et on estimait à 17 000 kilos de phosphore rejeté avec ce produit-là. Ensuite, on a identifié un autre produit qui était l'Ecofoam. Donc c'est aussi un produit qu'on utilisait dans l'usine. Alors le premier au-dessus, c'était la Quanta MFB, c'était un produit qu'on utilisait sur les laveuses moules, la NEP mouleuse, voilà, c'est toutes des installations qui ont des contraintes de dépôt de calcaire, de pierre de lait qui vient de notre process. Et du coup, l'acide phosphorique a un bon pouvoir pour désincruster ces installations-là. Et la difficulté, c'était de trouver un produit qui ait les mêmes pouvoirs sans phosphore. Et donc, du coup, si je reviens sur l'écofoam AC, donc lui, c'est un produit, essentiellement un produit moussant qu'on utilisait pour le nettoyage quotidien sur toutes les installations, sur les machines, sur les sols. Et du coup, ce produit contenait 120 grammes de kilos par phosphore. Et voilà, le gisement était de 2000 kilos par an. Et après, on avait deux autres produits qu'on n'a pas gardés dans l'étude parce que voilà, leur quantité était faible en termes d'utilisation sur l'année. Donc, on les a mis de côté et on s'est focalisé vraiment sur les deux gros premiers produits, la Conta MFB et l'Ecofoam AC. Et là, on s'est retourné sur notre fournisseur EcoLab pour qu'il nous propose des alternatives et on a fait plusieurs tests pour pouvoir valider ces différents produits-là. Alors, on ne l'a pas complètement supprimé. Soit c'est des produits, des installations qui
voilà, on a pu trouver des produits sans phosphore, et ça ne posait pas de problème pour le nettoyage des installations. Soit pour certaines installations plus délicates, on n'a pas supprimé entièrement le phosphore, mais on l'a réduit drastiquement. Si vous pouvez passer la diapo suivante. Alors du coup, dans les produits qu'on a pu substituer pour les coffaux amassés, donc le produit moussant qui nous servait au nettoyage des sols et des machines, on nous a proposé le Topax PF, qui était un produit sans phosphore. Et du coup, là, les pouvoirs, le pouvoir de l'acide méthané sulfonique. Et donc ce produit-là, il nous a permis de gagner 8 kg de phosphore par jour de fabrication. Et pour l'Aquantin MFB, qui était essentiellement utilisé sur nos laveuses moules et notre mouleuse, on nous a proposé un produit qui s'appelle l'Aquantin SOP et qui nous a permis de baisser drastiquement l'acide phosphorique qui était dedans. On est passé d'un produit qui contenait 30 à 50% d'acide phosphorique à un produit qui en contient 3,5%. Et donc les autres molécules qui permettaient le nettoyage, c'était aussi de l'acide citrique avec de l'acide méthanosulfonique. Et là, grâce à ce produit, voilà, on a pu gagner à peu près 14 kg de phosphore par jour de fabrication. Et voilà, sur notre installation, on a aussi remplacé l'Aquantin MFB par le même produit sur les CIP tunnels. Et là, on a pu gagner aussi 10 kg de phosphore par jour. Donc voilà, là, si on a fait un petit bilan sur avant les changements de ces produits et après, là vous voyez sur ce tableau, on voit le phosphore en station en kilogrammes par jour. Donc avant le démarrage du test, en 2015, on était à 80 kg de phosphore rejeté. Et après, en 2016, on a réussi à atteindre voilà, 48 kg. On a gagné une trentaine de kilos sur les rejets. Et ce qui fait à l'année voilà, 5300 kg de gagnés dans les rejets. Et sur les boues, on a aussi permis de baisser la teneur en phosphore des boues. On a pu gagner à peu près pas loin de 40 kg de phosphore en moins dans les boues. Alors, c'est pas ça, c'est pas seulement cette grosse action qui a permis de réduire beaucoup le phosphore dans nos rejets, parce que voilà, les 0,6 grammes, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment très fort. C'est la station d'épuration qu'on a dû refaire donc, en 2016 et 2017. Donc, on avait une station d'épuration qui était déjà existante et on a rajouté, ce que vous voyez entouré en rouge, un traitement tertiaire qui a permis de pouvoir traiter le phosphore plus intensément. Donc c'est un système de décanteur lamellaire, décanteur physico-chimique où on injecte des flocculants et un polymère. Donc le flocculant, c'est le coagulant, c'était le perchlorure de fer qu'on connaît souvent en station d'épuration et le polymère qui permet de faire plomber les boues rapidement. Donc ça, c'était la grosse partie qui a été mise en sortie de station d'épuration. Et pour traiter l'azote, on a transformé un bassin tampon. Là, vous voyez le bassin anoxy qui est en haut du schéma. C'était en fait notre ancien bassin tampon. Et ce bassin tampon-là, en fait, historiquement, il était aéré, il était brassé et il permettait pas de traiter l'azote. Et on l'a transformé en bassin d'anoxie. Donc, il n'y a plus d'oxygène qui arrive dedans. Et ce bassin nous permet aujourd'hui de traiter l'azote correctement. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. Et aujourd'hui, cette station, elle permet d'atteindre les normes de rejet qu'on nous a imposées. On en est assez content. Merci, Monsieur Valosso, pour votre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y reviendra juste après. Et je vous propose donc de passer à la présentation de Charles Guyot, responsable projet et amélioration continue au sein de la brasserie Licorne. Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter un projet qui a été initié en 2019 et déroulé en 2020, qui était le changement de notre fournisseur de produits chimiques, qui au départ était un projet, on va dire, abordé d'un point de vue process, mais qui nous a permis, je dirais, en effet secondaire, de travailler sur nos rejets et nos consommations d'eau. Présentation rapide de la brasserie. On produit sur le site de Saverne environ 900 000 hectolitres par an de bière. Pour ces 900 000 hectolitres, on consomme 330 000 mètres cubes d'eau.
Ce qui fait qu'on est un acteur important au niveau de la consommation d'eau globale de la nappe du Rhin et de l'Alsace. On est sur des ratios dans la profession à 3,75 hectolitres d'eau par litre de bière, ce qui fait qu'on est déjà pas mauvais, mais on cherche encore à s'améliorer là-dessus. Et en termes de contraintes de rejet, on a la chance d'avoir sur site en fait une station de pré-traitement avec méthanisation et ensuite d'avoir des rejets qui sont envoyés à la station de la ville de Saverne directement, ce qui fait qu'on est moins contraint que d'autres pour tout ce qui est de nos rejets. La raison, donc, comme je vous le disais, de ce changement de fournisseur de produits chimiques était principalement pour des questions de process, à savoir que notre fournisseur précédent n'était pas forcément, on va dire, le plus réactif et le plus moteur en termes d'amélioration de nos procédés de nettoyage. Et on a challengé ce partenariat en cherchant d'autres fournisseurs potentiels avec, on va dire, une optique d'améliorer nos nettoyages, principalement sur des gains de temps, des gains financiers, et aussi de façon à avoir un meilleur niveau de maîtrise de nos nettoyages, et en particulier de la microbiologie sur notre partie cave. Petite remarque au passage, on était avec notre précédent fournisseur sur une facturation à l'hectolitre de bière produite, ce qui est quelque chose qui est très pratique d'un point de vue financier, d'un point de vue achat, mais qui est une démarche qui est pas du tout encourageante pour se faire des améliorations et des réductions de consommation. Et donc là, on a pris le choix maintenant d'avoir une facturation au kilo de produit, ce qui nous motive aussi un peu à continuer à s'améliorer. On a donc revu et on est encore en train de revoir depuis le 1er janvier la totalité de nos cycles de nettoyage. Et j'ai donc pris là dans cette présentation un exemple d'un cycle de nettoyage qui a été complètement modifié, qui laisse voir un peu des possibilités d'économie en eau, en produits chimiques, en temps, etc. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc sur les nettoyages de nos tanks de bière filtrés, on était sur des cycles de nettoyage assez lourds historiquement. À savoir au départ que sur nos tanks de bière qu'en brasserie, donc on est sous atmosphère CO2 et les nettoyages à la soude qu'on faisait à l'époque nécessitent au préalable de dégazer le tank, ce qui prend du temps, ce qui consomme de l'air comprimé. On réalise le nettoyage sous air et à la fin du nettoyage, on doit remettre en pression le tank avec du CO2, donc des coûts supplémentaires qui ne sont pas directement de la chimie, mais qui sont annexes au nettoyage. Donc, on était sur des nettoyages qui sont assez classiques en brasserie, avec une philosophie d'un nettoyage simple, avec des produits qui sont peu chers, sous des acides peracétiques qui sont vraiment des standards. Donc, rinçage à l'eau, une première phase de rinçage à l'eau. Ensuite, on avait une soude qui était additivée à l'EDTA. Le DTA nous permet de s'affranchir du risque de Birstein, donc l'équivalent de la pierre de lait pour nous en brasserie, donc encrassement minéral. On travaillait avec soude et EDTA perdus. La contrainte CO2 fait que la soude a tendance à carbonater si on a mal réalisé le dégazage. Et pour des raisons également de microbiologie, on ne prenait pas le risque de réutiliser notre soude. On avait ensuite un rinçage intermédiaire, une désinfection à l'acide peracétique qui lui était réutilisé, reconcentré, et enfin un rinçage final à l'eau propre. Vous pouvez passer à la slide suivante. Si on pesait le pour et contre de ces anciens cycles, les avantages étaient qu'on était donc sur des produits qui étaient vraiment peu chers, qu'on pouvait sourcer en grande quantité. Je ne vous ai pas parlé de quantité de chimie au préalable, mais on était à l'époque sur une consommation annuelle de 300 tonnes de soude. Et en termes de chimie formulée, au global du site, c'était 70 tonnes de produits formulés, avec une grosse partie d'acide peracétique. Donc en avantage des produits peu onéreux, une désinfection qui est quand même très efficace avec le peracétique et l'avantage de ces cycles de nettoyage qui était, comme je vous disais, la maîtrise du Birstein sans passer par une phase d'acide force qui était déjà à l'époque un petit gain de temps et d'argent. L'inconvénient en revanche de ces cycles, c'était donc une consommation d'eau importante. Le fait de travailler en soude non récupérée et donc d'avoir de fortes consommations de soude.
la nécessité de dégazer les tanks avant nettoyage, ce qui représente du temps, de l'air comprimé, du CO2, des rejets difficiles pour notre station de pré-traitement avec des quantités d'acide peracétique importantes. Une maîtrise quand même difficile pour l'acide peracétique. On a la contrainte sur site d'avoir des stations de CIP qui sont pas de toute première jeunesse, avec notamment on n'avait pas de mesure de concentration de peracétique en ligne par sonde redox, et donc c'est un produit, comme vous le savez, qui est pas mesurable par conductivité. Enfin, on avait des cycles de nettoyage qui étaient à peu près d'1h40 pour un CIP, avec en plus la préparation, et risque qui n'est pas des moindres, qui est l'implosion des tanks en cas de mauvais dégazage au préalable. Vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà. On a donc, avec notre prestataire Sopura, modifié complètement la philosophie de nos nettoyages de TBF, où on est passé sur un nettoyage en fait avec une seule phase, avec un acide nettoyant désinfectant. Donc on travaille maintenant au passage avec de l'eau récupérée, ce qui était pas révolutionnaire, mais qui était une modif qu'on n'avait jamais fait sur notre CIP. On travaille par pulse au niveau des rinçages, de façon à là aussi économiser de l'eau et aussi améliorer tout simplement les tris de produits. Et on est passé sur un produit formulé qui s'appelle le septacide BN, je ne l'ai pas noté, qui est en fait un acide sulfurique qui est additivé avec des acides octanoïques et décanoïques, qui permet à la fois un nettoyage avec de l'acide sulfurique, donc de salissure organique. En TBF, on n'est pas sur des encrassements forts, donc l'acide sulfurique suffit. On a également donc l'octanoïque et le décanoïque pour l'effet désinfectant. Et enfin, rinçage à l'eau propre, avec là encore des temps de rinçage qu'on a pu réduire avec les pulses et une meilleure maîtrise de nos tris, puisque cet acide est traçable par conductivité. Vous pouvez passer à la suivante. Voilà. Si on reprend les avantages de ce cycle par rapport au précédent, on est sur une consommation d'eau beaucoup plus faible de par le travail avec pulse, l'eau récupérée, et également le fait qu'on n'est plus qu'en une seule phase. On a un seul produit chimique là où avant on en avait 3. On a l'immense avantage de pouvoir nettoyer nos tanks sous atmosphère CO2 sans avoir de phase de dégazage et regazage, donc c'est un gain de temps considérable. Le produit utilisé est récupéré et reconcentré, donc peu de consommation du produit lui-même. On a des rejets qui sont limités en charge polluante, on n'a plus d'acide peracétique. On a un produit sur lequel on peut contrôler la concentration par conductivité, ce qui est beaucoup plus pratique, et c'est un produit en plus qui est stable dans le temps, contrairement à l'acide peracétique qui a tendance à se dégrader. On a donc plus de risque d'implosion des tanks puisqu'on n'utilise plus de coude. Le Bierstein qu'on maîtrisait déjà est toujours maîtrisé, et on a une désinfection qui est efficace avec un produit qu'on va utiliser à seulement une concentration de 1,5%. L'inconvénient qui reste un inconvénient sur le papier, c'est que le produit lui-même est beaucoup plus onéreux qu'un simple peracétique. On est quasiment sur un facteur 3 sur un prix au kilo. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, si on résume un peu ce qu'on avait entamé au départ, donc sur ce nettoyage-là, si on fait la synthèse des gains en CO2 air comprimé soude et qu'on compare ça en fait au surcoût de la chimie formulée qui est apporté par cette solution, on voit qu'on gagne largement, on gagne 10 fois le surcoût de ce produit plus cher. Donc, d'un point de vue économique, il n'y a pas photo. Et l'objectif aussi de réduction de temps de nettoyage, il est aussi, lui, grandement atteint, puisqu'on est passé sur un cycle total de 50 minutes. On a divisé le temps de nettoyage, en tout cas d'immobilisation du tank, par 5. Donc là, c'était un des exemples de tous les cycles de nettoyage qu'on a revus. Mais pour vous donner un ordre de grandeur sur le global du site et ce qu'on est en train d'atteindre, on va réussir à diviser par 2 nos quantités de produits formulés consommés sur site, à savoir de passer de 70 tonnes à 35 tonnes. Et sur notre consommation annuelle de soude qui était de 300 tonnes, on va descendre en dessous des 250 tonnes, sachant qu'on a encore d'autres projets par la suite. Pour la consommation d'eau,
Ça ne représente pas au global du site des quantités énormes puisqu'on va gagner dans les 9000 mètres cubes. Donc dilué dans les 330 000 annuels, c'est pas énorme, mais on est à un point où de toute façon on ne pourra pas non plus trouver des projets pour économiser d'un coup 20% de la consommation d'eau. Je vous remercie. Merci à vous pour cette présentation très claire. Et donc voilà, je vous rappelle de poser vos questions dans le chat. Et je vais à présent laisser la parole à Olivier Sic, coordinateur énergie au sein de Mars Wrigley Confectionnery. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'usine. L'usine de Haguenau, c'est la deuxième usine au monde de M&M's, deuxième plus grande usine au monde de M&M's, avec 70 000 tonnes de M&M's par an. Et voilà, et je suis le coordinateur énergie sur l'usine de Haguenau et de Steimbourg. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu une méthode alternative au nettoyage avec de l'eau. Donc, c'est la cryogénisation, hein. Donc, voilà. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le nettoyage cryogénique, hein, c'est de la glace carbonique qui est présente sous forme de pellets et de petits glaçons à une température de moins 78 degrés. Hein, des pellets qui sont projetés avec de l'air comprimé par un pistolet, etc. Voilà. Donc, ça évite aussi de nettoyer avec de l'eau un petit peu partout, à des endroits où on ne peut pas nettoyer avec de l'eau. Ça existe aussi des endroits où on n'a pas le droit d'inonder des plateformes, etc., etc. Vous passez à la page suivante. Voilà, donc les avantages, hein, c'est bien sûr, on n'a pas besoin d'arrêter les lignes pour faire du nettoyage. On peut faire du nettoyage spécifique à un endroit et passer sur un autre endroit bien plus tard, juste en faisant des petits bâchages autour, etc. Il y a pas d'eau, donc on risque, on a un petit peu moins, on réduit aussi les traitements, tout ce qui est désinfectants, etc., etc. Donc tout ça, on le divise par deux, hein. Euh, En fait, quand on nettoie avec de la cryogénisation, ça redevient gazeux après, donc il n'y a pas d'eau au sol, hein, donc ça permet aussi de réduire un peu les risques d'accident qu'on a, les risques de chute, etc., etc. Et on a moins de solvants pour faire du nettoyage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vous ai laissé une petite vidéo là, où vous pouvez voir un peu comment ça se passe quand on fait du nettoyage par cryogénisation. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Sic, pour votre présentation. Du coup, on va passer aux questions, donc en lien avec la première partie de cet atelier. Peut-être juste moi j'ai peut-être une petite question pour vous, Monsieur Essy, juste sur la démarche qui vous a conduit à utiliser le lavage cryogénique. Pourquoi vous êtes tourné vers ça et comment vous avez trouvé cette technologie? En fait, on a cherché une alternative parce qu'on cherchait un moyen de nettoyer des salles sèches où on n'a pas le droit de ramener de l'eau dans des salles comme ça. Donc, on nettoyait avec des lingettes des salles entières, quoi. Donc, c'était à la base, c'était pas pour faire des économies d'eau, quoi, mais c'était vraiment pour créer, pour avoir une alternative au nettoyage qui mettait 3 jours, quoi, dans certaines salles, quoi. Donc, on a opté pour une autre alternative et on s'aperçoit que la cryonisation, bah, dans certains endroits, enfin, on connaît tous des salles où on arrivait, tout était inondé, il y avait 2 centimètres de sol, d'eau au sol, on connaît tout ça, hein, qui aujourd'hui on évite de faire parce qu'on a des bactéries, des choses comme ça. Donc c'était vraiment une alternative sec. Donc on a cherché avec de la vapeur, un nettoyage de vapeur, des choses comme ça. Et on est trouvé sur cette société qui faisait ça, donc euh, voilà, qui nous aide pas mal, qui vient souvent chez nous désormais, hein. Donc c'est pas seulement pour faire des réductions d'énergie, mais c'est aussi des risques d'accident qu'on maîtrise. Il y a plus d'eau au sol, des choses comme ça, quoi.
D'accord, merci pour votre réponse. Juste petit point d'organisation. Marjorie, te laisse faire la transition pour la présentation d'après et on va poursuivre les questions en attendant. Au niveau des questions, une question pour Monsieur Guillot qui a été posée dans le chat et à laquelle Monsieur Guillot a répondu. Et pour ceux qui n'auraient pas vu ou pas trouvé l'accès au chat, il a été demandé quel était le nom du produit utilisé pour réaliser ce nettoyage. Donc, Monsieur Guillot, je vous laisse répondre. Donc, il s'agit du septacide BN de chez Sopura, qui est donc acide sulfurique plus oxanoïque décanoïque, sachant qu'ils ont dans la gamme d'autres acides qui seront sur le même principe avec des acides nettoyants différents, par exemple du méthane sulfonique ou en fait en fonction de ce qu'on va rechercher, plutôt du nettoyage, plutôt de la désinfection, on va pouvoir panacher. Alors, sachant également qu'en précision, on ne peut pas prendre ben, le produit et le substituer tel quel. Il faut forcément étudier un petit peu en amont et pas proposer le produit comme solution miracle. Voilà, c'est un petit peu plus complexe que ça. Ça, ça. Pardon, dans cette idée-là, moi j'avais éventuellement une question pour Monsieur Balosso. Euh, Comment ça se passe concrètement pour substituer un produit, faire les tests, valider l'efficacité? On sait que c'est des enjeux assez importants en termes de qualité sanitaire. Donc voilà, dans votre démarche, comment vous avez mis en place cette démarche de substitution des produits au phosphore? On y a été petit à petit. On a introduit les produits de façon prudente. D'abord, on les mettait un jour par semaine, et après, on a augmenté ce temps. On s'est rendu compte que pour certains, il fallait pas l'utiliser toute la semaine. Donc, on a certains produits comme la Quanta MFB qu'on continue à utiliser une journée par semaine pour avoir ce pouvoir désincrustant plus fort. Euh, mais voilà, on y va petit à petit et puis avec des suivis bactériaux pour vérifier si en termes de désinfection ça marche bien et puis des suivis physico-chimiques sur la qualité des nettoyages, sur les résidus qui peuvent rester sur la vaisselle. Merci. Et moi j'avais une question sur la cryogénie. Est-ce que c'est un pouvoir désinfectant et l'autre question, c'est parce que du coup, c'est un nettoyage à sec. Tout ce qui est résidus que vous allez nettoyer, ils deviennent quoi? Je vais répondre. En fait, c'est un nettoyage à sec. Euh, en fait, après, on le balaye tout simplement hein, comme de la poussière ou D'accord. d'autres. Voilà. Euh, Désinfectant, c'est un effet désinfectant, sauf que nous, on désinfecte quand même derrière pour être, en fait, pour être sûr d'être sûr, quoi. Mais D'accord. euh, je sais pas si on pourrait potentiellement ne pas désinfecter derrière, mais voilà, faudrait faire le test. Ouais. Une autre question concernant la cryogénie, Monsieur ici, Mm. le coût. Quel est l'ordre, que ce soit pour la mise en place ou pour le fonctionnement par rapport à du nettoyage plus traditionnel? Alors le coût, je connais pas le coût exact parce que c'est pas moi qui passe les commandes, voilà. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit que des fois, quand on fait nettoyer des salles euh, par 5 ou 6 intérimaires, en fait, parce que voilà, on nettoie pas tout le temps, mais on fait nettoyer des salles sèches, quoi. Donc ça revient plus cher que de la cryogénie. Donc et qui eux mettent, je sais pas, 2 heures pour nettoyer, alors que nos intérimaires ils viennent la journée ou même 2 jours, quoi. Donc au bout du bout, on s'y retrouve, quoi. Et du coup, c'est un prestataire qui vient avec des équipements. C'est ça. Il vient avec ses équipements et en fait, quand il vient, nous souvent on en profite pour faire plusieurs choses en même temps, quoi. Donc ça veut dire qu'il ramène pas ses équipements juste pour un jour. Il ramène un compresseur, il ramène sa petite machine. Là, on la voit sur la photo, quoi. Donc on en profite, voilà, pour faire plusieurs endroits en même temps. Donc forcément, c'est le coût du déplacement enfin voilà, il est plus cher, mais quand on l'optimise
optimise un petit peu pour faire plusieurs choses en même temps. Au bout du bout, on s'y retrouve, quoi. D'accord. Parce Merci. on a moins d'eau, on a moins de problèmes de bactéries, on a moins de problèmes de tout ça, quoi. Les risques d'accidents, euh, on a eu des risques on a eu des accidents dus à des chutes, parce que le sol est mouillé, les gens, voilà, ils glissent, quoi. Voilà, ça arrive et tout ça, on l'enlève, quoi. Et donc, quand on fait les vrais calculs de tout ça, là, on s'y retrouve très, très largement, quoi. Oui, et puis comme là, vous n'avez pas d'investissement, effectivement, c'est un prestataire qui vient à façon, donc c'est encore une autre approche économique, quoi. C'est ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions, il me semble, Olivier, pour le Non, non, moment. effectivement, Ouais. j'ai pas eu d'autres questions sur le chat. N'hésitez pas à les poser. L'intérêt, c'est également que vous posiez vos questions pratico-pratiques. Il n'y a pas de questions bêtes, entre guillemets, hein. Ça n'existe pas, ça. Toutes les questions sont pertinentes, donc n'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la partie suivante. Toutefois, si ça vous revient de poser une question sur les présentations précédentes, ben, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on les posera tout à l'heure dans la deuxième partie d'échange. Merci Olivier. Donc, on va laisser la parole à Marjorie Ethique, chef de projet dépôt et biofilm au sein d'Hydreos. Juste peut-être Marjorie, là, la présentation, elle n'est pas en grand. Voilà, parfait. On voit très bien là. Je te laisse la parole. Ok, super. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. Ok, super. Merci Pierre-Loup. Aujourd'hui, Hydreos va vous présenter les méthodes de nettoyage et de désinfection qui sont appliquées ou en devenir dans l'industrie agroalimentaire. Pour faire rapide, je suis docteur ingénieur et chef de projet dépôt et biofilm à Hydreos depuis presque 2 ans. Et donc, cet exposé, en fait, vise à montrer qu'il est possible, dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, de réduire ses consommations d'eau et aussi les rejets de substances chimiques en se tournant vers des technologies alternatives et ou innovantes qui peuvent se substituer aux technologies traditionnelles employées dans les étapes de nettoyage et de désinfection. Donc, le déroulé de cet exposé va suivre le schéma suivant. Donc, on va rappeler que le nettoyage et la désinfection est une étape clé dans l'industrie alimentaire. On va rapidement balayer les procédures traditionnelles, conventionnelles qui sont appliquées en industrie agroalimentaire et qui mettent en lumière que ces habitudes assez fortement ancrées dans le domaine engendrent une forte consommation d'eau, de manière subséquente, de fortes concentrations de substances chimiques émises euh, en sortie d'usine, d'industrie, et que celles-ci peuvent être réduites, et réduites à l'aide de solutions alternatives et ou innovantes qui présentent des avantages multiples. Donc en fait, nettoyage et désinfection, c'est bien une étape clé en fait en industrie agroalimentaire, puisqu'elle met en avant plusieurs enjeux. Le premier étant un enjeu de santé publique, garantir la qualité sanitaire des produits en sortie d'industrie agroalimentaire, mais aussi des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Donc, je ne vais pas rentrer trop en détail dans ces 3 derniers enjeux. On va rester plus sur l'enjeu de santé publique qui est garanti par les 2 procédures. La première de nettoyage. Donc, le nettoyage vise à éliminer tout ce qui est souillure et résidus surfaciques, donc notamment des molécules organiques telles que l'amidon, le sang, le sucre, des molécules inorganiques telles que les sels, la rouille, mais aussi la présence de corps étrangers ou déchets dans les lignes de production. Donc, pour effectuer cette étape de nettoyage, on utilise ce qu'on appelle des détergents afin d'obtenir une propreté seulement physico-chimique. Enfin, pour garantir l'aspect sanitaire, on va passer à une étape de désinfection qui va en fait engendrer une réduction momentanée, temporaire des micro-organismes indésirables et ou potentiellement pathogènes.
donc des bactéries, des levures, des champignons, des virus. Et pour réaliser cette étape de désinfection, on utilise ce qu'on appelle des désinfectants. Et à la fin de cette étape, on qualifie la propreté de microbiologique. Donc les détergents et désinfectants classiques, qu'on peut qualifier aussi de conventionnels, sont utilisés dans environ 85% des industries agroalimentaires du territoire français. Donc pour ce qui concerne les détergents dans l'étape de nettoyage, 4 catégories principales sont actuellement représentées. Les détergents alcalins, tels que la soude et la potasse. Les détergents acides, tels que l'acide acétique ou nitrique. Les agents chélatants, comme le DTA, qui avait été, il me semble, abordé par M. Guyot précédemment pour la brasserie Licorne, mais aussi les agents de surface, par exemple, ou les agents amphotères, qui peuvent jouer à la fois le rôle d'acide et base, selon le pH. Dans les désinfectants, on va retrouver plusieurs types de désinfectants, donc qui vont être liés en fait aux fonctions qu'ils vont présenter. Donc, ce qu'on appelle les halogènes, qui listent le chlore, l'iode ou ses dérivés. Les oxydes et les peroxydes, ce que vous connaissez bien, par exemple l'acide peracétique ou l'eau oxygénée. Les aldéhydes, comme le formol et les glutaraldéhydes, mais aussi des tensioactifs, des alcools ou des agents physiques. Donc c'est cette étape de nettoyage des désinfections conventionnelles qui est présente dans environ 85% des industries agroalimentaires du territoire. Elle présente de très fortes consommations en eau, mais aussi en produits chimiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs procédures de nettoyage et désinfection qui requièrent soit 7 étapes, soit 5 étapes, soit 3 étapes, d'où les différents diagrammes circulaires présentés, qui vous mettent en avant le ratio en fait, d'eau et de produits chimiques qui sont utilisés en fonction du nombre d'étapes respectées. Donc, il me semble que ces étapes avaient aussi été abordées par la brasserie Licorne, qui était passée d'une procédure de nettoyage et désinfection de 5 étapes en 3 étapes. Donc, en fait, les différences principales entre ces procédures de nettoyage et désinfection reposent sur le nombre de détergents utilisés, soit 1, soit 2 détergents, et le nombre de désinfectants utilisés, voire de détergents désinfectants, qui peuvent à la fois jouer ce rôle de nettoyage et aussi ce rôle de désinfection. Donc les consommations en eau dans cette étape clé de l'industrie alimentaire représentent environ 30 à 90% de la facture en eau annuelle. Pour les produits chimiques, c'est à voir en fonction du secteur, mais c'est aussi des coûts importants. Donc il y a aussi à la fois des enjeux économiques qui s'ajoutent aux enjeux environnementaux, mais aussi sanitaires. Alors, rien que par exemple, en regardant sous le prisme de l'amélioration des techniques de nettoyage et désinfection conventionnelles utilisées, on est capable de proposer des optimisations de ces techniques de nettoyage et ou désinfection. Alors, je vous ai illustré par exemple une étape qui permet l'optimisation du nettoyage des cubes en industrie agroalimentaire. J'espère que vous voyez ma souris. Donc, si on prend une boule de lavage statique, qui est représentée ici par la petite photo, pour nettoyer des cubes, vous voyez que principalement, les étapes de nettoyage et de désinfection requièrent beaucoup de temps, beaucoup de produits chimiques et à peu près la moitié d'eau sur le process de nettoyage et de désinfection. Rien qu'en changeant la boule de lavage statique par des boules de lavage rotatives, on baisse les consommations en eau, on augmente la part de nettoyage mécanique et ensuite, en changeant ces boules de lavage rotatives par des nettoyeurs à jet rotatif, cette fois-ci, on met un coup d'accélération sur l'action mécanique, on diminue très drastiquement les temps de nettoyage et désinfection, l'utilisation de produits chimiques, la température reste la même, mais par contre, on réduit de manière considérable la part de consommation en eau liée à cette étape de nettoyage et désinfection des cubes. Donc, il y a déjà des points de levier
qui peuvent être actionnés pour améliorer, rentabiliser les nettoyages et désinfections qui sont en place en industrie agroalimentaire. Donc ensuite, pour abonder dans ce sens de la réduction des consommations d'eau, mais aussi des produits chimiques utilisés, il y a des solutions alternatives qui existent sur le marché et des solutions innovantes et même en développement. Donc, je vais vous les présenter. Je vous ai fait un rapide listing dans cette diapositive. Donc, on va d'abord balayer rapidement la technologie qui utilise l'ozone, ensuite les rayons ultraviolets, la lumière pulsée, le plasma froid et les minéraux décapants. Donc, pour l'ozone, c'est une solution alternative qui est utilisée en industrie agroalimentaire, notamment pour ses propriétés de désinfection à large spectre. Alors, pour l'ozone, en fait, c'est une molécule qui comporte 3 atomes d'oxygène et qui est générée en fait soit par un champ électrique, soit par des rayons ultraviolets, et qui va interagir avec des protéines membranaires des micro-organismes pour les viser, les détruire, les faire exploser. Et du coup, cette technologie de désinfection ne présente pas de sous-produits délétères pour l'environnement, puisque seulement de l'oxygène, donc en fin de processus, est libéré. Ça nous permet de réduire à la fois drastiquement l'eau et les produits chimiques, puisque vous voyez ici, sur des étapes conventionnelles de nettoyage et de désinfection, en passant par une désinfection à l'ozone, on gagne potentiellement un quart de l'eau utilisée et des produits chimiques utilisés. Néanmoins, il faut avoir en tête que cette technologie de désinfection à l'ozone peut générer potentiellement des problèmes, puisqu'on continue à avoir néanmoins une présence de rejets chimiques parce qu'on utilise encore des détergents, et aussi des rejets liés aux bromates. Donc en fait, la problématique des bromates, c'est que ce sont des molécules cancérigènes qui sont formées par réaction entre les ions bromure présents dans l'eau utilisée et l'ozone qui va être généré pour l'étape de désinfection. Une autre technologie qui est aussi alternative aux procédures de nettoyage et de désinfection conventionnelles en industrie agroalimentaire, c'est la technologie basée sur les ultraviolets. Donc ici, sur cette image, vous avez le spectre de lumière qui est composé des rayons X, des ultraviolets, de la lumière visible et de l'infrarouge. Donc en fait, dans le champ d'action des ultraviolets, d'une longueur d'onde de 100 nanomètres à 400 nanomètres, vous allez avoir une zone de sensibilité des micro-organismes aux ultraviolets qui vont avoir en fait une cassure au niveau de leur matériel génétique, qui vont les empêcher de se reproduire, de se multiplier, pardon. Donc, ce sont des technologies qui allient une désinfection rapide qui permet de ne plus utiliser d'eau, mais de désinfecter aussi l'eau pour garantir une eau à qualité microbiologique judicieuse en fonction des usages, qui permet aussi de désinfecter des surfaces inertes. Les ultraviolets peuvent aussi détruire toutes les problématiques liées à des odeurs ou des saveurs sur les produits issus des phases de production. Ce sont des dispositifs qui peuvent être adaptables ou mobiles. Un des seuls problèmes qui peut être lié à l'usage des ultraviolets, c'est le fait qu'ils sont générés par une lampe au mercure et que le mercure pose des problèmes environnementaux majeurs. Je pense que vous avez en tête les catastrophes de Minamata et aussi toutes les luttes qui sont mises en place pour lutter contre ces pollutions au mercure dans l'environnement. Donc, il y a une technologie qui a été développée il y a maintenant 5-10 ans pour remplacer en fait cette problématique de lampe au mercure, mais toujours en utilisant des ultraviolets. C'est de remplacer cette lampe au mercure par une lampe qu'on appelle au xénon, qui est un gaz inerte,
qui n'est pas délétère pour l'environnement et qui possède les mêmes propriétés que la technologie précédente utilisant la lampe au mercure, sauf que la désinfection est ultra rapide, donc on gagne en rapidité de désinfection, et on gagne aussi en effet thermique, c'est-à-dire qu'on va nettoyer sur un laps de temps très court, à une température très importante, mais il ne va pas y avoir échauffement, par exemple, de la surface nettoyée. Donc c'est une technologie qui est intégrable complètement dans les lignes de production. Elle est 100% électrique et on n'a pas besoin d'utiliser ni d'eau ni de produits chimiques. Donc ici, je vous mets un tableau qui permet de comparer les technologies, les nettoyages et désinfections conventionnelles à des technologies alternatives. Donc en conventionnel, c'est le chlore et ses dérivés. Donc, on a sur la gauche toutes les actions liées à l'emploi de ces techniques de nettoyage et de désinfection. Vous voyez qu'en comparant le chlore et ses dérivés à l'ozone, l'UV et la lumière pulsée, on garde un très bon effet germicide, c'est-à-dire une très bonne action pour limiter, voire réduire les micro-organismes pouvant générer des problèmes sanitaires en fin de chaîne. Par contre, il faut noter que dans les procédures conventionnelles de nettoyage et de désinfection, le chlore et ses dérivés sont inefficaces contre ce qu'on appelle les protozoaires et les virus, en fonction du pH. En revanche, l'ozone et la lumière pulsée n'ont pour l'instant aucune limite dans leur efficacité. Les UV, par contre, sont limités par la présence d'algues et de moisissures qui sont résistants à l'ultraviolet. Le chlore, vous êtes tous au courant que ça a un goût, une odeur caractéristique. En revanche, les trois solutions alternatives, ozone, UV et lumière pulsée, ne présentent pas d'inconvénients par rapport à ses propriétés organoleptiques. Pour l'utilisation, l'ozone est à une utilisation complexe, une gestion difficile par rapport aux ultraviolets et à la lumière pulsée. J'attire votre attention sur le phénomène de rémanence. Alors, le chlore, son grand avantage, c'est qu'il va avoir une forte rémanence dans l'eau, donc pouvoir garantir en fait l'aspect sanitaire de l'eau au contact des aliments. En revanche, l'ozone a une rémanence plutôt modérée et l'ultraviolet et la lumière pulsée ont une rémanence inexistante. Ce sont des phénomènes rapides et transitoires. Donc, je vous ai mis en rouge les limites de ces techniques de nettoyage et de désinfection. Donc, pour le chlore et ses dérivés, les principales limites reposent sur la génération de trialométhanes. Qu'est-ce que sont les trialométhanes? Ce sont des composés qui sont constitués d'un seul atome de carbone et qui sont liés à des halogènes. Le chlore en est un, mais le brome en est un autre. Et ils ont des effets cancérigènes. De la même façon, les chloramines, cette fois-ci, ce sont une association entre un groupement azote avec un halogène, le chlore, ont aussi des effets cancérigènes. Pour les bromates qui sont liés à l'ozone, je vous en ai déjà parlé. Pour les UV, donc il y a de l'échauffement lié au fait que la technologie UV doit fonctionner plusieurs secondes pour être efficace au niveau microbiologique. Et donc, il peut y avoir un échauffement des surfaces inertes. Et le problème lié au mercure. Enfin, pour la lumière pulsée, la limite, c'est l'homogénéité du traitement. À savoir que ça va agir sur des surfaces à dimension contrôlée et pas sur des grandes surfaces. Je vous ai mis les investissements de chaque technologie et aussi les impacts environnementaux. Alors, le chlore et ses dérivés ont de forts impacts environnementaux, des impacts délétères de par les composés cancérigènes qu'ils peuvent émettre dans l'environnement. En revanche, l'ozone, l'UV et la lumière pulsée n'en présentent que très peu, voire pas du tout pour la lumière pulsée. Donc actuellement, il y a des solutions innovantes qui sont en train d'être déployées au sein des industries agroalimentaires. Alors, par exemple, c'est le plasma à froid à pression atmosphérique.
On peut dire qu'il réchauffe l'innovation même s'il reste froid et contrôlé en température. Donc, le plasma à froid, en fait, qu'est-ce que le plasma? Le plasma, c'est un 4e état de la matière. Donc, vous connaissez tous les 3 premiers états de la matière, qui sont le solide, le liquide et le gaz. Et bien, le 4e état, c'est ce qu'on appelle le plasma. Donc, le plasma, il est utilisé actuellement dans le domaine médical, par exemple, pour tout ce qui est désinfection du matériel médical. Donc, je vous ai mis sur la droite l'échelle TRL pour le déploiement de la technologie et sa mise sur le marché. Donc, dans le milieu médical, c'est une technologie qui est très répandue, donc à haut degré de TRL. Donc, pour la désinfection du matériel médical, mais aussi pour des désinfections de plaies et des améliorations de cicatrisation. C'est aussi une technologie de plasma froid qui est utilisée notamment dans tout ce qui est éclairage avec des ampoules à basse consommation qui sont vendues aux consommateurs. Et donc, cette technologie est en cours de déploiement dans les industries agroalimentaires pour désinfecter les surfaces. C'est-à-dire qu'elle va avoir un effet à la fois curatif, puisqu'elle va éliminer les micro-organismes, pathogènes ou non, et à la fois un effet préventif, puisqu'en fait, en ionisant la surface sur laquelle vont, par exemple, convoyer des aliments, cette technologie à plasma froid va limiter les phénomènes d'adhésion des micro-organismes. Donc, ce sont des technologies qui sont actuellement exploitées dans tout ce qui est embouteillage, que ce soit du plastique, du verre ou des métaux, mais aussi dans les traitements d'eau de lavage de tout ce qui est fruits et légumes. L'avantage de cette technologie de rupture, lorsqu'elle est déployée en industrie agroalimentaire, c'est qu'elle représente des faibles coûts. Donc, en fait, pour générer ces plasmas, on utilise un gaz qui va subir une décharge électrique et du coup, une faible proportion de ce gaz va s'ioniser et donc il y a des faibles coûts derrière pour la maintenance et pour la génération de cette technologie de désinfection. Et pareil, j'attire votre attention sur le fait qu'elle ne nécessite pas ni de produits chimiques ni d'eau. Donc, Monsieur Olivier Estick de Mars Wrigley a déjà parlé beaucoup d'une autre solution alternative qui est déployée, qui est en phase de déploiement dans l'industrie agroalimentaire, notamment pour les chocolateries, mais aussi pour les industries qui, par exemple, produisent du beurre ou des huiles, puisque en fait, par des chocs mécaniques à froid, soit avec des particules de neige ou de glace, il va y avoir détachement, décollement de la phase graisseuse. Et donc, ça permet de ne plus utiliser ni d'eau ni de produits chimiques pour avoir la qualité de nettoyage souhaitée. Par contre, effectivement, il est recommandé quand même de faire une étape de désinfection après. Alors, sur cette technique de cryogénie, il y a une nouvelle technique qui est sortie il y a quelques années, qui s'appelle la technologie Exastrip. Donc, c'est une technologie qui émet un jet de microparticules de carbonate de calcium qui sont non abrasives, donc qui permettent de garantir l'intégrité de la surface inerte sur laquelle vont être mis en contact les aliments. Et ces particules de carbonate de calcium vont être propulsées par des flux d'air pour pouvoir nettoyer, donc sans abraser, les surfaces. Le problème de ces technologies, c'est qu'elles peuvent être très coûteuses à mettre en place. Alors pour demain, il y a des phases de recherche qui sont en train d'être explorées avec des pilotes en déploiement, notamment au Japon, pour découplage de solutions innovantes. Alors, je n'ai pas abordé aujourd'hui le nettoyage par ultrasons, mais il est possible d'associer le nettoyage ultrasons à la désinfection par ozone, air ou oxygène pur. Et en fait, en générant des bulles d'ozone ou d'air ou d'oxygène pur sous différentes dimensions, que ce soit des macrobulles ou des bulles qui soient visibles à l'œil nu, des microbulles ou des nanobulles, il va y avoir un phénomène de diffusion de ces bulles désinfectantes dans le réseau d'eau. Et par le fait de la mise en place d'ultrasons, vous allez pouvoir faire éclater ces bulles à des endroits spécifiques de votre ligne de production. Donc, vous avez du coup possibilité de choisir, de cribler, de cibler des endroits qui sont potentiellement
propices à des forts taux de contamination ou des forts développements de biofilms, ou qui sont éventuellement peu accessibles par les techniques de nettoyage désinfection conventionnelles ou alternatives. Et ce phénomène-là, enfin, cette technologie-là qui est envisagée pour demain, permet aussi de limiter fortement les consommations d'eau et du coup de produits chimiques. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour vos questions. Merci Marjorie pour cette présentation très claire. À la limite, si je vais afficher la dernière slide avant de passer aux éventuelles questions. Puisque voilà, on a quelques événements à venir. Hop. Juste en parallèle, une précision que monsieur Ricourt de l'Agence de l'eau a précisé sur le chlore et ses dérivés. Il y a d'autres produits d'autres sous-produits de désinfection associés au chlore, que sont les acides haloacétiques, qui n'ont pas été mentionnés, mais qui sont aussi contraignants. Alors, Voilà. n'hésitez pas à poser vos questions. En attendant, s'il y a des questions qui arrivent, juste si certains doivent partir avant, pour ce qui est des prochains rendez-vous en lien avec notre étude, on va donc organiser un second atelier au mois de... Ah, il y a une petite erreur, c'est le 1er décembre et non pas le 1er novembre, à 14 heures. Sur la réutilisation et la valorisation des eaux industrielles en industrie agroalimentaire. Donc, on communiquera prochainement, dans les semaines à venir, un peu plus d'informations sur cet atelier qui est en cours d'organisation. Et puis, il y aura différentes publications, donc d'un rapport de l'enquête sur l'utilisation de produits chimiques, l'étude dont je vous ai présenté un aperçu au début de cet atelier. Donc, il y aura un rapport écrit un peu plus complet sur les résultats qu'on a pu observer. Et pour la fin de l'année 2021, on aura également publication d'un guide de fiches de bonnes pratiques et d'innovation pour la gestion de l'eau en agroalimentaire. Donc, c'est un guide de bonnes pratiques. Il y aura des fiches technologiques qui permettra voilà, d'inciter et d'encourager la mise en place des bonnes pratiques au sein des sites agroalimentaires pour mettre en place une meilleure gestion de l'eau, une gestion de l'eau plus durable et plus économe. Et puis enfin, on organisera au début de l'année 2022 un colloque de restitution de l'étude dont la planification est encore à préciser, que ce soit en termes de date ou de lieu d'organisation. Donc voilà, n'hésitez pas à rester informé, à nous suivre sur que ce soit les réseaux ou à nous contacter pour avoir différentes informations, pour voilà, suivre la publication de ces différents livrables ou la tenue des prochains ateliers thématiques sur la gestion de l'eau en agroalimentaire. Je ne vois pas de nouvelles questions. Ce que je vous propose, c'est de rester connecté encore quelques minutes. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a encore. Et puis je vous remercie pour votre participation. Je remercie également les intervenants pour leur présentation intéressante et qui semble donc parfaitement claire et parfaitement comprise. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée s'il n'y a pas plus de questions. Merci à tous, merci Pierre-Loup et Agri à Grand Est, et merci aussi à l'Agence de l'eau pour nous permettre d'effectuer cette étude.